L'ADEME présente Onde verte. Onde verte, le mag-info de l'ADEME, en direct sur le web. Présenté par Louis. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à bord de cette 3e saison d'Onde Verte. Et c'est déjà la 3e émission de cette saison. Au sommaire, nous allons parler d'économie circulaire avec nos invités Emmanuel Béjanin et Sophie Bondier. Et puis nous parlerons d'écotourisme et de sport éco-responsable. Ce sera un peu le fil rouge de cette année avec Alizé et Sylvain, nos deux chroniqueurs. Sans plus attendre, je me tourne vers Emmanuel. Bonjour. Bonjour Louis. Vous êtes le nouveau directeur régional délégué de l'ADEME Nouvelle-Aquitaine, ici à Bordeaux. Et l'un des grands spécialistes de l'économie circulaire. Alors on reçoit régulièrement des questions de nos auditeurs et on a eu pas mal de questions ces dernières semaines sur les enjeux liés aux biodéchets. Que doit-on en faire? Que peut-on en faire? Est-ce qu'il y a une réglementation particulière? Si oui, qui est concerné? Mais avant tout ça, Emmanuel, je voulais savoir si l'enjeu était si important que ça aujourd'hui. Ah oui, il y a un vrai enjeu. Je ne vais pas vous noyer sous les chiffres. Mais je vais juste vous en donner deux pour vous donner la dimension de l'enjeu. Un tiers de nos poubelles est constitué de biodéchets, en l'espèce des déchets alimentaires. Et en moyenne, chaque habitant de Nouvelle-Aquitaine, c'est 30 kilos de nourriture jetée par an. Donc vous voyez, c'est pas rien, ni d'un point de vue éthique, si on considère que parmi ces déchets, il y a nécessairement du gaspillage, ni d'un point de vue financier, parce que ces déchets ont un double coût à l'achat pour se procurer des denrées, et puis en fin de cycle pour payer leur tri et leur traitement, ni d'un point de vue environnemental, puisque ces déchets, il faut, à la base, ce sont des matières premières, ouais. Il y a de la transformation, du transport, de l'énergie pour les produire et pour les traiter. Ouais, donc il y a un impact aussi indirect. C'est clair que présenté de cette manière, il est certain que les enjeux apparaissent clairement, Emmanuel. Du coup, je reprends les questions de nos auditeurs. La première question qui nous était parvenue, c'est que doit-on faire? Que peut-on faire en fait avec ces biodéchets? Alors, du point de vue de l'usager, du particulier, il y a une panoplie de gestes et de bonnes pratiques qui relèvent la plupart du temps du bon sens. Donc, par exemple, faire attention aux quantités que l'on achète, faire attention aux dates de péremption, ouais. Une vigilance également sur les portions que l'on cuisine et que l'on sert, apprendre à cuisiner les restes, faire du compostage domestique. Donc voilà, tous ces points pourraient être détaillés, complétés, et nous produisons à l'ADEME depuis quelques années des campagnes d'information. Nous créons des outils multiples, à la fois des plaquettes, des affiches, des guides pour aider les gens dans cette démarche de prévention et de réduction des biodéchets. Où peut-on trouver ces guides, justement, ces exemples, ces bonnes pratiques? On peut les trouver facilement sur notre site internet, que ce soit sur le site nouvelle-aquitaine.adem.fr ou alors sur le site national de l'ADEME, adem.fr, qui a une médiathèque complète sur le sujet. Emmanuel Béjanin, autre question qui porte, elle, sur la réglementation. Est-ce que, d'un point de vue réglementaire, on a des obligations à respecter? Alors, la réglementation concerne surtout les professionnels, ceux qui produisent des biodéchets, que ce soit des déchets alimentaires ou tout autre type les entreprises, de déchets les restaurants, organiques. les hôtels, exactement, etc. Voilà. Ils ont une obligation à la fois de tri, de traitement et même de valorisation. Et puis, il y a une obligation générale qui va s'appliquer à partir du 1er janvier 2024. Et à cette échéance, chaque producteur de biodéchets, c'est-à-dire chaque citoyen, vous, moi, nous tous, on devra avoir à disposition une solution pour ne pas jeter ces biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles. Donc on ne pourra plus mettre ces épluchures de carottes dans la poubelle noire. Ils devront être identifiés, triés, récupérés et valorisés. Donc ça arrive, et j'entendais d'ailleurs dans les actualités en radio, à la télé, des citoyens demander comment ils pourraient être accompagnés avec des composteurs individuels ou chez eux à domicile. Donc on voit que ça avance et tout le monde sera concerné dans quelques temps. Alors au-delà de sa mission d'information qu'on connaît bien, est-ce que l'ADEME peut nous aider à préparer cette échéance? Bien sûr, nous travaillons activement sur le sujet, et en fait
nous aidons surtout les collectivités à adapter leurs services publics et leur gestion des déchets. Donc on l'a cité, ça peut être une collecte sélective de biodéchets, ça peut être la mise en place de compostage individuel, ça peut être le compostage en pied d'immeuble pour des solutions collectives. Donc on a tout un dispositif qui s'appelle Tribio que nous mettons en œuvre en partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine. Et l'objectif est d'accélérer la généralisation du tri à la source des biodéchets. Donc tout ça nécessite des moyens, des méthodes, et surtout une stratégie territoriale adaptée aux besoins de terrain. Donc nous y consacrons des budgets importants, mais aussi de l'accompagnement humain et même des formations pour les élus et leurs équipes. Eh bien, merci Emmanuel Béjanin pour ce point très clair. Vous reviendrez bientôt nous donner un exemple avec une opération concrète. Bien sûr, avec plaisir. Sophie Bondier est avec nous ce mois-ci. Nous allons reparler d'économie circulaire. Bonjour Sophie. Bonjour. Vous dirigez les compagnons bâtisseurs d'Aquitaine et vous intervenez directement dans le secteur de l'économie circulaire. Alors j'ai lu votre credo qui est agir pour réduire les déchets tout en favorisant l'insertion professionnelle, c'est bien ça? Oui, c'est tout à fait ça. En fait, les compagnons bâtisseurs, au départ, on n'est pas un acteur de l'économie circulaire, en fait. On est d'abord un acteur du bâtiment, du logement et de l'insertion. Et on est arrivé à un constat assez simple, comme beaucoup de PME du bâtiment, qui était de dire qu'aujourd'hui, on jetait des déchets de chantier, ouais, et qu'on les réutilisait jamais. Donc, du coup, naturellement, en fait, on s'est tourné vers l'économie circulaire et vers le fait que ce qui était du déchet pouvait venir finalement une vraie ressource, et que cette ressource pouvait servir en fait notamment pour aller vers des rénovations de logements pour les personnes en insertion. Alors ma chère Sophie, je vais juste demander de bien orienter le micro vers vous, bien me parler dans l'axe du micro, je suis désolé, on peut pas l'entendre au casque, mais les auditeurs entendent des voix qui se perdent un petit peu. Alors avec vous, on va parler de la plateforme Solibat que vous avez créée avec le soutien de l'ADEME. Comment présenter cette plateforme, Sophie? C'est une plateforme de stockage? Alors, finalement, Solibat, c'est un outil assez simple, c'est un lieu de stockage, mais ce lieu de stockage, c'est l'objet. Et au bout du compte, c'est une zone où on va pouvoir aller récupérer les matériaux, en fait, qui auraient été jetés par les entreprises, par les distributeurs, par tout acteur de chantier. Ouais. On vient les stocker, en fait, sur un site qui est du mètre carré de stockage, du hangar de stockage, et ensuite, on le reconditionne ou on le renvoie vers d'autres chantiers, en fait, pour que ce soit réemployé. D'accord. Quand on parle de matériaux, ça va des parpaings, des briques, c'est quoi? C'est de la tuile, du plâtre, c'est... Alors ça, c'est ce qu'on pensait au départ. Ouais. Et finalement, on se rend compte que le gros des déchets, de ce qui aurait été des déchets, non. Le gravat, aujourd'hui, on n'a pas encore d'outils pour le réemployer, c'est du neuf. En fait, l'absurdité du système, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on récupère le plus, c'est des fins de stock qui se répartissent à la benne. Donc en fait, on récupère des matériaux neufs qui n'ont jamais été utilisés, qui sont parfois encore conditionnés. Ça a vraiment été le gros... C'est-à-dire, attendez, j'essaie de comprendre. J'ai un projet de maison, je commande à une entreprise qui va venir m'aider à construire cette maison, et il me reste des éléments de porte, de fenêtre. Exactement. En fait, ce sont des choses qui ne sont pas utilisées dans le cadre du chantier, ou que les équipementiers en fait auraient jeté parce qu'il va rester 3 poêles à bois. Et qu'un distributeur 3 poêles à bois, en fait, il peut pas les garder dans son stock. Donc, il les jette. Nous, 3 poêles à bois, c'est 3 familles qui peuvent avoir du chauffage gratuit. Ah, mais oui, ça a une valeur incroyable. Et du coup, ça va être ça. Mais c'est ça pour des portes, c'est ça pour des éléments de sanitaire, c'est ça pour des éléments électriques. Oui, mais ce qui m'inquiète là-dedans, pardon, c'est intéressant pour Solibat, mais ce qui m'inquiète, c'est que derrière, c'est pas pensé tout ça, c'est pas mieux jaugé quand on prépare un chantier. Non, mais je vous pose la question. En fait, lorsque vous êtes dans le bâtiment, vous savez que les aléas et l'approximation fait toujours partie en fait du sujet. Ouais. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, on se posait pas la question sur un chantier. On va prendre un énorme chantier, par exemple, avec un bailleur et des grandes entreprises comme Vinci, parce que Vinci fait partie des structures qui nous ont aidé à monter ça. Ils vont dire, on a besoin de 400 portes. On n'est pas à 3 portes près, on n'est même pas à 10 portes près. On va arriver avec des palettes en fait, de portes. Et à la fin, vous avez la porte qui a un petit accroc. Et très honnêtement, nous, c'est des choses qu'on peut réemployer. Et vous avez les 5% de portes qu'on a commandées en plus parce qu'on s'est dit qu'il y aurait peut-être des malfaçons ou une difficulté de pose. Donc tous ces éléments-là font partie en fait de la vie du chantier. Et vous avez des bennes et des bennes qui partent à la déchetterie. Et ces bennes-là, en fait, elles coûtent à tout le monde. Elles vont coûter à l'entreprise parce que c'est un coût financier en fait, de chantier. Elle coûte moralement parce que vous ne verrez pas une entreprise du bâtiment en fait qui aime jeter. Dans le bâtiment, on n'aime pas ça, on aime réemployer. Et elle coûte à la société. Enfin voilà. Et en plus, là, nous, ce qu'on essaie de faire avec ça, c'est grâce à cette ressource-là, on évite du déchet, mais surtout on crée de la ressource derrière en fait qui
à partir du moment où vous remettez ces portes dans un logement, la famille n'a pas besoin de les acheter. Donc du coup, c'est aussi une économie pour la rénovation du logement. Question très concrète, mais qui fait le lien entre une famille qui a un besoin de portes, de fenêtres, de poêle à bois et la plateforme ? Alors, pour le coup, c'est nous. Donc, on a un site internet qui est soli-bat.fr, en fait, donc qui est déjà un outil de communication. Pour être très honnête, ce site-là, c'est un site de communication pour nos partenaires, parce que les publics qu'on touche, c'est pas des publics qui viennent naturellement, en fait, sur les démarches numériques, c'est plutôt du public social. Donc, on a des orientations de travailleurs sociaux, des assistants sociaux, des associations. On travaille avec les Restos du Cœur, on travaille avec le Secours Populaire, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer dans le cadre de l'action sociale, qui nous orientent en fait des familles, et du coup ce sont ces familles-là qu'on cible en priorité, aussi avec les bailleurs sociaux, et on va privilégier ces familles parce que par contre on reste un opérateur d'insertion. Nous, notre objectif, c'est absolument pas de faire de la concurrence. On n'est pas là pour vendre du matériel et des matériaux à des personnes qui pourraient aller... Vous dites ça par rapport aux professionnels qui pourraient vous voir comme ça, alors que c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas, mais on est hyper vigilant aussi là-dessus. Et donc du coup, notre but, c'est vraiment d'aller faire profiter de ces matériaux à des personnes qui n'auraient pas les moyens de les acheter, en fait. Et à des associations de l'économie sociale et solidaire qui passent leur temps, comme moi, à chercher des subventions pour aller finalement faire des chantiers. C'est pas la peine. Est-ce que la crise sanitaire, depuis mars dernier, impacte votre activité et comment vous êtes-vous adapté à cette période particulière ? Alors, au niveau de l'activité gestion de Solibat et récupération, oui, en fait. On a vu une inertie et un ralentissement parce que ce projet-là existe depuis 2012. On est en plein essor aujourd'hui. Il a été monté et il était en pleine explosion, on va dire, avant le confinement. Donc, on a vraiment vu une zone de freinage. Pour être parfaitement honnête, il y a l'idée du ralentissement, en fait, de récupération de matériaux qui est quand même présent. Et surtout qu'il y a l'idée de plus en plus de personnes qui là vont être dans des situations sociales compliquées, sociales ubuesques, pas compliquées, ubuesques, et qui du coup viennent nous voir pour avoir de l'emploi parce qu'on est aussi un outil d'insertion professionnelle. Et c'est plus sur ce champ-là aujourd'hui qu'on essaye de répondre à une demande croissante avec une petite zone d'incertitude quand même sur les mois à venir. Ouais, pour tout le monde, mais vous le sentez. 4 salariés en contrat d'insertion, hein, c'est ça 4 salariés en continu, ça veut dire une dizaine de salariés par an en fait. Donc vous avez 4 salariés en fait en contrat à durée déterminée d'insertion pour une période de 4 à 24 mois chez nous, avec le but c'est qu'ils partent le plus vite possible et qu'ils aillent le plus vite possible trouver un emploi ailleurs, et 3 salariés permanents. Et on rappelle donc que Solibat, c'est une initiative nationale qui est déclinée sur des territoires comme Bordeaux, la Gironde, etc. Alors, c'est une initiative en effet du réseau Compagnons Bâtisseurs et du mouvement Compagnons Bâtisseurs qui est né, Solibat est né à Tours, dans les CB Centres, et Compagnons Bâtisseurs Centre, pardon, et du coup que nous déployons après en Gironde, dans les Landes, j'espère dans les Pyrénées-Atlantiques, avec et grâce à l'ADEME aussi. Avec l'ADEME qui vous aide, qui vous soutient. Ouais. On donnera la parole à Emmanuel Béjanin dans quelques instants. Vous faites partie vous êtes partie prenante du projet ICOS qu'on va présenter dans quelques semaines avec Marion Besse qui sera une de nos invitées. Quelle est votre implication sur ce projet ? Alors ICOS, sans trop donner de détails, c'est une immense recyclerie et un village derrière, un village d'insertion. Ce qu'on a envie de faire avec ICOS, en effet, c'est un supermarché du réemploi et de l'insertion. En fait, on veut quelque chose avec une vocation en fait ambitieuse. Et donc, les compagnons bâtisseurs, comme un acteur de l'économie circulaire et un acteur de l'insertion professionnelle, parce que c'est vraiment notre métier au départ, on est pleinement partenaire de ce projet-là pour avoir un impact en fait sur Bordeaux Métropole notamment, qui est un territoire qui est complexe parfois pour être efficace. Donc voilà, ça fait vraiment partie nous de nos ambitions de collaborer avec d'autres partenaires de l'économie sociale et solidaire, parce que tout seul on fait pas grand chose, et en même temps de sortir un projet très ambitieux par rapport à tout ça. On sent que vous avez la niaque, comme on dit ici. Ça se sent, il y a une dynamique et on sent que ce projet-là va continuer de se développer. On rappelle le site rapidement. soli-bat-6.fr en fait, et sinon vous avez le site des Compagnons Bâtisseurs qui regroupe l'ensemble de nos activités, mais le sujet Solibat il est indépendant. Emmanuel Béjanin, s'il y a bien un domaine d'activité qui est
qui est attendu sur ces questions liées à l'économie circulaire, c'est bien celui du BTP, du bâtiment, parce que on l'a vu avec Sophie, les déchets sont importants, il faut pouvoir leur donner une deuxième vie. Il y a beaucoup de pas faire, il y a une filière énorme derrière qui est à mobiliser, à bouger. Cette initiative-là, comment vous la percevez et quelles questions vous auriez éventuellement à poser à Sophie? C'est essentiel que les acteurs du BTP se saisissent de cette question-là. En termes d'enjeux, les déchets du BTP, c'est gigantesque, hein, c'est 90% des déchets qui sont générés. Donc c'est un sujet primordial. Moi, je suis très heureux d'entendre ce projet Solibat. Ce que je remarque, c'est que il y a une dimension sociale très forte dans ce projet, avec le caractère de l'insertion qui est primordial et qui est même à l'essence même du projet. Et c'est assez révélateur du fait que l'économie circulaire est vecteur du dynamisme de l'économie sociale et solidaire. Et inversement, l'économie sociale et solidaire se nourrit de l'économie circulaire. Donc on a vraiment aujourd'hui une implication entre les acteurs de l'économie sociale et solidaire dans l'économie circulaire qui peut être source de création de valeur et d'emploi surtout. Donc c'est un très beau projet qu'on est heureux de développer, et j'espère qu'il y aura bien d'autres projets qui vont émerger. J'en profite pour faire du coup une petite publicité sur notre prochain appel à projet au Préval BTP qui va sortir d'ici quelques semaines et qui a évidemment pour vocation de à la fois prévenir les déchets du BTP, mais également mieux les valoriser quand ce sont des ressources qui peuvent être réutilisées, réemployées, surtout si elles sont neuves comme on le voit. Sophie, dernière question, vous qui côtoyez des professionnels du métier, est-ce que vous sentez que les choses bougent dans le domaine de la construction, ou ce sont seulement encore des vœux pieux? Non. Les choses bougent, réellement. On a encore du chemin. Il y a du chemin au niveau législatif, en fait. Le réemploi, ce qui est compliqué au niveau du bâtiment, c'est pas forcément le fait de récupérer les objets et de se dire qu'on veut les réemployer, c'est de dire quelles sont les garanties derrière lorsqu'on va les réutiliser, et quelles sont, si vous voulez, quand vous construisez une maison, vous avez une garantie de l'utilisation du bois qui est neuf, qui a un PV produit, etc. Donc on a encore du chemin par rapport à ça. C'est une des raisons pour lesquelles on travaille aussi avec l'ADEME et avec Hydre, qui est une interprofessionnelle du réemploi sur le 64, sur l'idée même d'un centre de ressources. On a besoin d'aller plus loin. Nous, on n'est qu'un petit acteur associatif dans ce sujet-là, et on a envie d'y participer. Mais par contre, on sent réellement qu'il y a une vraie dynamique, que les entreprises s'en saisissent de plus en plus. Je suis d'accord avec vous, l'économie sociale et l'économie circulaire, en fait, font bouger aussi ensemble un peu les choses, et oui, ça avance. Bon, on va terminer sur cette note optimiste. Merci beaucoup, merci Sophie pour ce témoignage très intéressant. Merci Emmanuel, on vous retrouvera très bientôt pour une nouvelle émission. Et on va suivre avec beaucoup d'attention tous vos projets. Merci d'être venu au micro. Il est temps maintenant d'accueillir nos chroniqueurs, c'est juste après le jingle. Onde verte. Bonjour Alizé. Bonjour. Bonjour Sylvain. Bonjour Louis. Alors la dernière fois Alizé, vous nous aviez parlé de l'écotourisme urbain, et cette fois-ci on va prendre l'air de la campagne, ça fait du bien là, oui, on en a besoin. C'est vrai, et puis on a une région qui est très riche finalement en tourisme urbain, rural, mais aussi en côte littorale, en montagne, en nature et en culture. Et l'écotourisme et le tourisme durable s'adaptent vraiment à cette variété et finalement même la valorisent. Bon, ma chère Alizé, où est-ce qu'on met le cap pour commencer? Alors d'abord, je vous emmène avec moi direction le sud. On va au Pays Basque, à Bidarré. On va rencontrer les responsables de l'Ouina, des passionnés qui proposent des visites de sites naturels. Le premier site est à Bidarré, et l'Ouina anime une base de rafting finalement qui utilise la rivière pour aller vers un site qui est Natura 2000 et qui est tout près de la plus grande réserve européenne de rapaces. Ensuite, il y a un deuxième site qui se trouve plutôt à Anglette, et cette fois-ci, c'est des balades en forêt avec des trottinettes électriques tout-terrain. Sympa. Malheureusement, c'est dans la forêt Pignada qui a c'est la fameuse forêt qui a brûlé cet été. Donc c'est une grosse catastrophe, donc on a une pensée assez émue pour eux.
Uhina, c'est U-H-I-N-A. Alors pas évident de conseiller des visites et en même temps de protéger un territoire, parce qu'on sait qu'il y a toujours un impact côté tourisme, non? Oui, c'est ça, mais ils ont réussi vraiment à concilier les deux et c'est ça qui était très intéressant. Ils ont pris des engagements qui étaient très forts en matière d'achat local et responsable notamment, mais aussi en réduction d'énergie, de consommation d'eau et d'énergie, voilà, ou encore en diminution de production des déchets. Donc concrètement, ça se matérialise par la mise en place d'un tri sélectif, par l'abolition de l'utilisation de l'emballage unique, de produits chimiques et de passer au désherbage plutôt à la main. Ouais. Et toujours en privilégiant une communication directe auprès à la fois des clients et des visiteurs. Donc avec de la pédagogie derrière. Exactement. Et grâce à ça, ils ont été le premier site en France à recevoir la certification officielle NF Environnement. Du côté de Bidaraï au Pays Basque, un autre exemple peut-être avec vous? Oui, alors cette fois-ci, on va remonter, on va aller un peu au nord-est de notre région, dans le Limousin, et plus précisément en Corrèze. Ah, je connais bien. À Saint-Ferréol, voilà. Oui. Donc c'est un paysage qui est assez vallonné, très sauvage, et on va y découvrir des gîtes troglodytes. Des gîtes troglodytes. Alors ça, c'est atypique. En fait, ce sont des gîtes qui sont construits dans la roche directement? Alors presque. Ce sont surtout des hébergements qui sont construits pour épouser le paysage. Ouais. Voilà, donc là, c'est une résidence qui est une résidence de vacances, la résidence des collines. Et le but de ces constructions, c'est de s'intégrer dans la colline avec des toits végétalisés par des fleurs, de la pelouse, de la verdure. Et ça ressemble un petit peu à des petites maisons de hobbits, finalement. Ah, donc c'est des maisons en fait qui sont semi-enterrées, enfin, on va vraiment rentrer dans le relief de la colline. Exactement. Et on ne voit quoi? On voit le toit? Non, il n'y a même pas de toit. Là, on voit juste une baie vitrée, finalement, qui permet à la fois de laisser rentrer la lumière et la chaleur du soleil. Excellent. Ça doit plaire aux enfants, oui, aux familles. Ça plaît à tout le monde, à vrai dire, tout le monde est fan, que ce soit les enfants ou les parents. Et c'est une façon originale, fonctionnelle et parfaitement compatible de passer des vacances tout en respectant l'environnement. Une maison de hobbit 4 étoiles, ça c'est bien. J'imagine que cette démarche vertueuse est poussée encore plus loin quand on parle de traitement peut-être sur l'eau, sur l'énergie, sur les déchets. Oui, c'est ça exactement. Alors, la résidence des collines a considérablement réduit sa consommation en eau notamment, en installant des réducteurs, des mousseurs sur tout leur robinet, en réduisant les débits et finalement aussi en régulant l'arrosage de ces toits végétalisés par exemple. Et ça a permis de faire une économie de 50%, donc à la fois bonne pour le porte-monnaie et pour l'environnement. Ouais. Et au niveau de l'énergie, c'est la même chose. Là, les factures ont diminué de 20%. La facture énergétique derrière a été diminuée de 20%. Exactement, parce qu'ils ont utilisé par exemple de la ventilation naturelle dans ces établissements, enfin dans ces bâtiments troglodytes. Ok, et ben on peut découvrir des photos de tout ça sur un site, non? On peut même découvrir une vidéo sur le site actu-environnement.com qui a été, il y a un reportage qui a été consacré justement aux résidences des collines. Et voilà, les résidences des collines, donc c'est du côté de Sainte-Ferréol en Corrèze. Merci beaucoup Alizé pour tous ces exemples. Au Pays Basque aussi, on a voyagé avec vous. Sylvain, quand Alizé évoque l'Uhina, qui combine loisirs, activités sportives et environnement, tout ça, ça vous parle? Oui, ça me parle beaucoup, Louis, surtout que j'ai eu la chance de les visiter dans le cadre de la Journée internationale du tourisme durable. Donc c'est vraiment des gens très sérieux, compétents, qui mènent une démarche formidable. Et puis en plus, c'est dans le Pays Basque. Et le Pays Basque, c'est plutôt une partie de notre région très sympathique. Et alors justement, je crois que vous allez d'ailleurs nous parler... Je vais pas dire du plus connu des Basques, mais c'est un étendard du Pays Basque. Oui, l'idée, Louis, aujourd'hui, c'est de vous présenter des sportifs de haut niveau qui ont un véritable engagement en faveur de la protection de l'environnement. Et un des sportifs basques les plus connus, c'est donc Bixente Lizarazu. Bixente, bien sûr. Voilà, que tout le monde connaît son palmarès. Le numéro 3 de l'équipe de France. De sportif de haut niveau, son palmarès en équipe de France, en club. Et il a un véritable engagement écologique très fort. Et donc l'idée, voilà, c'est de vous évoquer notamment son parcours et celui d'autres personnes également. Et puis c'est un amoureux de la nature qui défend des convictions en lien aussi avec l'océan, avec la mer. Il a une grande passion pour le surf, Bixente Lizarazu. Oui, c'est ça, tout le monde connaît sa passion pour le surf et c'est en étant vraiment en osmose avec ce milieu naturel qu'il a découvert les enjeux autour de la pollution et notamment des déchets plastiques. Donc il s'est vraiment battu pour l'océan. Il s'est engagé de manière très forte et très rapide auprès de Surfrider Europe, qui a notamment son siège européen également chez nous en
Nouvelle-Aquitaine, dans le Pays Basque. Et il a même créé une association qui s'appelle LISA alors je vais reprendre mes notes. LISA pour une mer bleue. Voilà, LISA pour une mer bleue, après le naufrage du Prestige, pour venir en protection du littoral basque. Lizarazu, Vicente Lizarazu, ça vous parle ça, Lisée? Vous êtes peut-être trop jeune, non, pour avoir connu... ça me parle quand même. Ah oui, ça vous parle physiquement peut-être, hein, le beau gosse de l'équipe de France, j'imagine que... Ouais, et c'est vrai qu'il continue... Et alors, je sais pas si c'est l'amour du Pays Basque, de l'environnement, mais il est toujours jeune, Vicente Lizarazu. Il a une énergie et voilà, on sent qu'il est concerné sur tous ces sujets. Est-ce qu'il y a d'autres sportifs, Sylvain, comme Lizarazu, qui sont engagés dans la protection de l'environnement? Oui, dans notre région, on a la chance d'avoir d'autres sportifs de haut niveau, et notamment pour rester sur la thématique océan, il y a Isabelle Autissier, la Rochelaise, qui est une très bonne navigatrice française, qui a fait des liaisons entre notamment New York et San Francisco, qui a fait des tours du monde, donc une très bonne navigatrice, et qui est aujourd'hui présidente du WWF France. Et on peut considérer que ça a été une des premières sportives de haut niveau, en quelque sorte lanceuse d'alerte, et vraiment engagée, une vraie actrice de la protection de l'environnement. Et aujourd'hui, elle préside à beaucoup d'instances officielles, elle participe à la réalisation de beaucoup d'ouvrages de sensibilisation, d'information. Donc une sportive de haut niveau supplémentaire qui s'est engagée dans la protection de l'environnement. Isabelle Autissier, qui je crois a raconté dans une interview que c'est le fait de naviguer et d'être en mer où elle a eu une sorte de sentiment d'urgence et d'alerte sur l'écologie marine qui est très très fragile et tout ce qu'il y a à faire derrière. Et pour on elle, le voit son parcours sportif était essentiel dans la prise de conscience. Un dernier exemple de sportif, Sylvain? Oui, alors tourner vers un sport qu'on aime bien en Nouvelle-Aquitaine, le rugby. Oui. Je vais vous parler de Julien Pierre, un international français. Lors d'un séjour en Indonésie en 2009, il a eu une véritable prise de conscience de l'impact de nos activités sur la nature, la forêt, la biodiversité. Et il a décidé de s'engager dans la protection notamment des tigres d'Indonésie. Et lorsqu'il est revenu en France, en parallèle de sa carrière professionnelle, il s'est beaucoup formé aux questions environnementales. Et aujourd'hui, il est à la retraite, Julien Pierre, non? Alors oui, il a pris sa retraite de sportif de haut niveau. Il a formé notamment à la section paloise. Et en parallèle de toute son activité, eh bien, il continue à s'engager dans la protection de l'environnement. Et ce qui est intéressant à souligner, c'est qu'il a créé une fondation pour la protection d'espèces, notamment une fondation qui est basée en Auvergne. Et qui s'appelle, je crois, la Passerelle Conservation. Exactement. Merci Sylvain pour ces 3 portraits de sportifs concernés. On a parlé de Lizarazu, on a parlé de la navigatrice Isabelle Autissier et de Julien Pierre, donc grand rugbyman. Des sportifs concernés et exemplaires, on en a besoin aujourd'hui, pour les plus jeunes aussi, à titre d'exemple. On a besoin d'ambassadeurs quand on parle d'environnement. Et en attendant de découvrir d'autres opérations exemplaires en Nouvelle-Aquitaine, d'autres exemples inspirants, merci beaucoup à Lisée et Sylvain. Merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre de votre côté. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission. On remet nos masques. Nouvelle émission d'Onde Verte, ce sera dans quelques semaines. Prenez soin de vous et à très vite. Retrouvez Onde Verte, le mag info de l'ADEME, en podcast sur nouvelle-aquitaine.ademe.fr et sur la page Facebook ADEME Nouvelle-Aquitaine.